une balle annoncée, une idée qui avance malgré la menace. Le discours affirme que supprimer l'homme ne stoppe rien, car la peur, utilisée pendant des décennies, se fissure dès que la dignité devient un choix collectif, que la parole circule et que l'on cesse de croire à la solitude. Qu'est-ce que cela change pour vous, ici et maintenant, quand Ibrahim Traoré soutient que le message survivra, qu'il parlera même après lui et qu'il passera des tribunes vers les rues, les villages et la jeunesse? Un pays se relève sans sauveur, par décision partagée. Cette séquence promet une lecture rigoureuse du message, sans héroïsation ni condamnation, pour comprendre ce qui est réellement en jeu derrière des mots martelés comme des faits politiques. L'intérêt pour le spectateur est clair. En 10 à 15 minutes, saisir comment un discours transforme la peur en levier, redéfinit la légitimité et déplace le centre de gravité du pouvoir d'un individu vers une collectivité consciente. L'enjeu dépasse la personne d'Ibrahim Traoré. Il touche à la stabilité, au choix économique, à la relation avec l'extérieur et à la manière dont une population accepte ou refuse certaines règles du jeu. En filigrane, il s'agit aussi de mesurer les risques: polarisation interne, isolement international, attentes élevées difficilement soutenables. Mais ignorer ces dynamiques serait une erreur analytique, car elles influencent déjà les décisions, les alliances et les perceptions régionales. Comprendre ce cadre maintenant permet d'éviter les lectures simplistes plus tard, lorsque les conséquences deviendront visibles et irréversibles. En quelques minutes, le discours renverse un schéma installé depuis des décennies. La survie d'un mouvement ne dépendrait plus d'un homme, mais d'une prise de conscience collective qui se diffuse rapidement. Ibrahim Traoré affirme que cette bascule n'est pas théorique, car elle s'appuie sur des millions de gestes ordinaires, répétés, accumulés, jusqu'à produire un effet politique visible. Pour comprendre cette déclaration, il faut revenir au contexte plus large évoqué implicitement. Le texte insiste sur une Afrique longtemps conditionnée à croire que le pouvoir réside dans une figure centrale, facilement neutralisable, et que la peur suffit à maintenir l'ordre. Cette peur prend plusieurs formes: crainte de la pauvreté, de l'instabilité, de l'isolement ou encore de sanctions extérieures. Le discours soutient que ces leviers ont fonctionné parce qu'ils étaient intériorisés, transmis des dirigeants aux populations, puis acceptés comme des réalités immuables. Ibrahim Traoré situe sa position dans une continuité historique et sociale. Il ne se présente pas comme une exception, mais comme le produit d'un enchaînement de résistances antérieures, souvent invisibles, portées par des agriculteurs, des soldats, des mères et des jeunes. Cette accumulation progressive est décrite comme un processus lent, presque souterrain, qui finit par émerger lorsque la perte devient familière et que la peur cesse d'avoir un coût dissuasif. Le point révélateur du discours se trouve dans ce déplacement du centre de gravité. La menace personnelle, loin d'éteindre la dynamique, est présentée comme un accélérateur symbolique. Le message suggère que tenter de faire taire une voix unique ne ferait qu'amplifier celles qui ont déjà intégré l'idée de dignité et d'autonomie. Dans ce cadre, la prise de parole n'est plus un événement isolé, mais un signal confirmant que le seuil psychologique a été franchi. Vous voyez alors apparaître le fil directeur. Si la peur ne fonctionne plus, les rapports de force changent, même avant toute réforme concrète. Le discours ne s'appuie pas sur des chiffres ou des institutions abstraites, mais sur des figures reconnaissables qui servent de guide narratif. La mère qui élève ses enfants avec presque rien, le soldat qui protège la terre avec des moyens limités, l'agriculteur qui décide de refaire confiance à son champ, ou le jeune qui refuse un avenir fondé sur la dépendance. Ces personnages ne Sotakoa ne sont pas développés comme des héros individuels, mais comme des points d'ancrage permettant de rendre concret un changement intérieur collectif.
L'impact précoce de cette mise en scène est psychologique. Elle suggère que le leadership ne se situe plus exclusivement dans un bureau ou une hiérarchie formelle, mais dans des choix quotidiens répétés. Marcher pieds nus sur la terre, rester loyal malgré les pressions, continuer à travailler malgré l'incertitude deviennent des actes politiques ordinaires. Le message transforme ainsi des comportements privés en signes publics de rupture avec l'ancien ordre. Ce cadrage produit un effet immédiat sur la perception de l'autorité. L'autorité n'est plus décrite comme quelque chose qui descend, mais comme quelque chose qui circule. Le discours affirme avoir appris la résistance auprès de ces figures anonymes, inversant la relation classique entre dirigeants et population. Cette inversion renforce l'idée que le mouvement peut survivre à toute absence, puisqu'il n'est pas présenté comme dépendant d'un seul centre. Pour le spectateur, l'effet est double. D'un côté, ces récits courts rendent le propos accessible et incarné. De l'autre, il déplace la responsabilité. Si le changement est déjà à l'œuvre dans ces gestes simples, chacun devient implicitement comptable de sa continuité. L'enjeu devient clair, même sans être formulé explicitement. Lorsque le courage devient banal, le retour en arrière devient psychologiquement coûteux. Le récit proposé s'organise comme une succession d'étapes clairement marquées, où chaque phase prépare la suivante sans jamais revenir en arrière. Le déclencheur, d'abord, est la rupture verbale avec la logique de la peur. Le discours affirme que les menaces, les sanctions ou l'isolement ont déjà été vécus, endurés, intégrés et qu'ils ne constituent plus un moyen de pression crédible. Cette affirmation ne décrit pas une victoire matérielle mais un basculement mental. Ce qui faisait hésiter cesse soudain de fonctionner. Vient ensuite la montée en intensité. Les avertissements adressés à des forces extérieures, présentés non comme des provocations mais comme des constats, installent une dynamique irréversible. Le texte insiste sur le fait que la mort éventuelle d'un dirigeant ne produirait pas le silence attendu, mais une multiplication des voix. Ibrahim Traoré est explicitement replacé dans cette séquence comme un vecteur, non comme une finalité. L'idée avancée est que plus la pression augmente, plus le message se diffuse, car il n'est plus perçu comme individuel, mais partagé. Le point culminant du récit apparaît lorsque la solidarité est mise au centre. Le discours décrit un moment où les lignes traditionnelles de division échouent. Civils et militaires, groupes sociaux et générations choisissent de ne pas s'opposer. Cette unité est présentée comme la raison principale de l'échec des tentatives de déstabilisation. L'événement n'est pas détaillé comme une manœuvre tactique, mais comme une décision collective presque spontanée de privilégier le pays plutôt que les intérêts personnels ou financiers. À partir de là, les répercussions s'enchaînent rapidement. Le texte suggère que les anciennes méthodes de contrôle, basées sur la fragmentation, perdent leur efficacité. La peur ne circule plus de la même manière, car elle est contredite par l'expérience récente de la cohésion. Le discours élargit alors le cadre, reliant la situation locale à une répétition historique plus large sur le continent africain, où des leaders ont souvent été neutralisés pour rétablir un ordre favorable à des intérêts extérieurs. La différence revendiquée tient au regard collectif. Le récit affirme que cette fois, les populations observent, comprennent et tirent des conclusions. La prise de conscience est décrite comme cumulative, chaque événement renforçant le précédent. Le choix du courage face au silence devient un précédent et non une exception. Cette logique transforme l'instant présent en référence durable pour les décisions futures. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît plus comme le centre de gravité, mais comme un repère temporel. Avant, la peur structurait les comportements. Après, la solidarité redéfinit les limites du possible. La ligne des événements est ainsi présentée non comme une chronologie fermée,
mais comme une trajectoire ouverte où chaque étape rend la suivante plus probable et où le retour en arrière devient de moins en moins envisageable. Au point de départ, la situation décrite repose sur une base claire, la peur comme mécanisme central de régulation. Le discours rappelle que pendant des années, l'obéissance a été obtenue en brandissant des menaces récurrentes, qu'il s'agisse de pauvreté, d'instabilité, d'isolement ou de sanctions. Cette base n'est pas présentée comme une hypothèse, mais comme une expérience vécue et répétée suffisamment longue pour devenir presque normale. La peur fonctionne ici parce qu'elle isole chacun, convainc que la souffrance est individuelle et rend le coût de la désobéissance apparemment insupportable. Le changement s'opère lorsque cette base est contestée de l'intérieur. Le texte affirme que la population a déjà connu ces formes de souffrance, qu'elle les a traversées et que leur pouvoir dissuasif s'est érodé. Ce basculement qualitatif constitue le premier écart. La menace n'intimide plus de la même manière parce qu'elle n'annonce rien de nouveau. La peur cesse d'être un futur redouté et devient un passé reconnu, ce qui modifie profondément la manière dont elle est perçue. Un second élément de preuve qualitative apparaît dans la manière dont la parole est décrite. Le discours insiste sur la circulation du message, des rues aux villages, des jeunes aux anciens, sans dépendre d'un canal officiel unique. Cette diffusion horizontale contraste avec le modèle antérieur où l'autorité et l'information descendaient verticalement. Le écart ici n'est pas mesuré en volume, mais en direction. La parole ne s'impose plus, elle se partage. Cela réduit la possibilité de la contrôler par la suppression d'un seul émetteur. Le troisième déplacement concerne la relation entre individu et collectif. Le texte oppose explicitement l'idée d'un sauveur unique à celle d'une multitude de leaders potentiels. Ibrahim Traoré est présenté comme remplaçable au sens symbolique, non parce que sa fonction serait insignifiante, mais parce que l'idée qu'il incarne a déjà été intériorisée. La preuve avancée n'est pas institutionnelle, mais comportementale. Lorsque des personnes ordinaires se reconnaissent dans le message, elles commencent à agir comme des porteurs autonomes de ce message. Un autre indice qualitatif se trouve dans la description de l'unité. Le discours affirme que les tentatives de division, longtemps efficaces, échouent lorsque civils et militaires, générations et groupes sociaux choisissent de rester alignés. Ce n'est pas décrit comme un accord formel, mais comme une décision pratique prise au moment critique. Le écart réside dans le fait que la division, ancien outil central, perd sa fiabilité opérationnelle. Enfin, la preuve la plus implicite concerne le langage lui-même. Le texte remplace progressivement le vocabulaire de la demande par celui de la décision. Il ne s'agit plus d'obtenir l'autorisation ou la reconnaissance extérieure, mais d'assumer des choix, même coûteux. Ce changement lexical signale un changement de posture mentale, souvent préalable à toute transformation structurelle. Pris ensemble, ces éléments forment une chaîne cohérente de preuves qualitatives. Aucun indicateur isolé ne suffit à lui seul, mais leur convergence suggère que le seuil psychologique a été franchi. Lorsque la peur perd son efficacité, que la parole circule librement, que l'unité devient une pratique et que le langage reflète la décision plutôt que la supplication, le système de contrôle antérieur entre dans une zone d'instabilité durable. Une première lecture critique avance que ce type de discours repose avant tout sur une rhétorique émotionnelle, efficace à court terme, mais insuffisante pour gouverner durablement. Selon cet argument, transformer la peur en fierté collective peut mobiliser, mais ne remplace ni les ressources matérielles, ni les compromis nécessaires avec l'environnement international. Le risque souligné est celui d'un décalage entre les attentes élevées suscitées et les capacités réelles à les satisfaire,
ce qui pourrait conduire à une désillusion rapide. Un second argument opposé affirme que la personnalisation du message, même lorsqu'elle se veut collective, reste fragile. En mettant en avant une figure centrale, on créerait malgré tout une dépendance symbolique difficile à effacer. Dans cette perspective, la répétition du nom d'Ibrahim Traoré serait interprétée comme la preuve que le mouvement, malgré ses intentions déclarées, demeure attaché à un visage identifiable, donc vulnérable à la disparition ou à la disqualification de ce visage. Le discours apporte une réponse indirecte à ces deux critiques. Sur le premier point, il ne promet pas le confort ni la facilité, mais assume explicitement le coût de la liberté. La comparaison est claire. Une nation libre en difficulté est préférée à une nation confortable mais soumise. Cette hiérarchisation des priorités vise précisément à réduire l'écart entre attente et réalité en préparant psychologiquement la population à des sacrifices plutôt qu'à des gains immédiats. Sur le second point, le texte s'efforce de déplacer l'attention du leader vers les comportements collectifs. Ibrahim Traoré est présenté comme un porte-voix temporaire, non comme une source unique de légitimité. L'insistance sur la multiplicité des leaders potentiels, sur la diffusion de la parole et sur la banalisation du courage sert de contrepoids à la personnalisation. La réponse n'est pas de nier la centralité actuelle, mais de la rendre progressivement moins décisive. Ainsi, même en acceptant les critiques les plus solides, le discours tente de les intégrer plutôt que de les esquiver. Il reconnaît les limites matérielles, assume les coûts et propose une architecture symbolique où la fragilité individuelle est compensée par la redondance collective. La solidité du message ne réside donc pas dans l'absence de risques, mais dans la manière dont ces risques sont explicitement intégrés au récit. À ce stade, le discours introduit un changement de perspective décisif. Le cœur du conflit n'est plus militaire, institutionnel ou diplomatique, mais mental. La ligne centrale affirme que les forces opposées ne redoutent pas des armes ou des armées, mais la capacité des populations à penser par elles-mêmes et à poser des questions. Cette idée recentre entièrement la lecture des événements, en déplaçant l'enjeu du terrain visible vers celui des représentations. Ibrahim Traoré formule cette bascule comme une vérité inconfortable pour les acteurs dominants. Selon le message, ce qui provoque l'inquiétude n'est pas la force immédiate, mais la possibilité que les récits imposés cessent d'être acceptés sans examen. Lorsque les individus commencent à interroger ce qu'on leur a appris à croire, les mécanismes traditionnels de contrôle perdent de leur efficacité, même sans affrontement direct. Cette révélation agit comme un révélateur en chaîne. Elle explique pourquoi la censure est préférée au débat, pourquoi le silence est recherché plutôt que la discussion, et pourquoi la disparition d'un porte-parole serait perçue comme une solution. Le discours soutient que répondre aux questions serait plus dangereux que tenter de les étouffer, car une question partagée se propage plus vite qu'un ordre. À partir de ce point médian, le récit ne parle plus seulement de résistance, mais de contagion cognitive. Une fois que penser devient un acte collectif, revenir à l'obéissance passive devient psychologiquement difficile, voire impossible. Les effets décrits se déclinent différemment selon les groupes concernés, mais ils partagent un même socle: la redéfinition de ce qui est considéré comme acceptable. Pour l'État, le discours implique un changement de posture. La légitimité ne repose plus uniquement sur la reconnaissance extérieure ou sur des accords hérités, mais sur l'alignement perçu avec la dignité collective. Cela crée une pression interne nouvelle, car toute décision est désormais lue à travers ce prisme et évaluée en fonction de sa cohérence avec le message porté par Ibrahim Traoré. Du côté de l'économie, les conséquences sont surtout symboliques à ce stade, mais elles orientent déjà les attentes.
Le texte insiste sur l'idée que les ressources doivent servir en priorité la population locale et non des intérêts extérieurs. Cette affirmation ne détaille pas de mécanisme précis, mais elle modifie le cadre mental dans lequel les partenariats et les échanges sont jugés. Pour les acteurs économiques, cela signifie que la tolérance envers des arrangements perçus comme déséquilibrés diminue, même avant toute réforme formelle. Pour les citoyens ordinaires, l'impact est plus immédiat et plus intime. Le discours affirme que la pauvreté n'est pas une fatalité individuelle, mais le produit d'un système. Cette relecture peut transformer la honte en revendication et la résignation en exigence. En repositionnant la responsabilité au niveau structurel, Ibrahim Traoré cherche à libérer une énergie sociale jusque-là contenue par l'autoculpabilisation et le sentiment d'impuissance. À l'échelle régionale, enfin, le message envoie un signal ambigu mais puissant. Il suggère que l'exemple pourrait se diffuser non par imitation institutionnelle, mais par identification psychologique. D'autres populations pourraient se reconnaître dans cette narration de dignité retrouvée, ce qui inquiète les systèmes fondés sur la passivité et la dépendance. Le discours n'annonce pas une contagion politique organisée, mais il assume le risque d'une contagion des idées. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation progressive mais profonde. Aucun groupe ne voit encore de changement matériel immédiat, mais tous sont invités à réévaluer leurs attentes et leur seuil de tolérance. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'architecte unique que comme le catalyseur d'un réalignement collectif dont les conséquences, une fois enclenchées, deviennent difficiles à contenir. Dans un scénario de base, la dynamique décrite se stabilise sans rupture spectaculaire. Le discours continue de structurer les attentes, mais les contraintes matérielles et diplomatiques limitent la vitesse de transformation. La priorité reste la consolidation interne. Maintenir l'unité évoquée, éviter les fractures sociales et traduire progressivement le langage de la dignité en décisions cohérentes. Dans ce cadre, les tensions persistent, mais elles sont contenues par une narration partagée qui donne du sens aux sacrifices demandés. Un scénario plus optimiste suppose que cette cohérence soit renforcée par des signaux concrets, même modestes. Il ne s'agirait pas nécessairement de résultats économiques immédiats, mais de gestes lisibles, transparence accrue, décisions symboliquement alignées avec le discours, ou refus assumé d'arrangements perçus comme déséquilibrés. Si ces signaux sont perçus comme crédibles, la confiance interne pourrait se consolider, réduisant le coût politique des difficultés à court terme et renforçant la capacité de négociation à l'extérieur. À l'inverse, le scénario le plus défavorable repose sur une dissonance croissante entre le récit et l'expérience quotidienne. Si les sacrifices s'accumulent sans explication claire, ou si certaines décisions apparaissent en contradiction avec les principes affirmés, la fatigue sociale peut s'installer. Dans ce cas, le discours qui avait mobilisé pourrait devenir un point de friction, alimentant des lectures critiques ou cyniques. Le risque n'est pas une rupture immédiate, mais une érosion progressive de la crédibilité, souvent plus difficile à inverser. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives et peuvent coexister partiellement. Des avancées symboliques peuvent s'accompagner de retards matériels, tout comme des contraintes extérieures peuvent freiner des intentions internes sincères. Le facteur déterminant, selon le message analysé, reste la capacité à maintenir une correspondance minimale entre parole et acte. C'est cette correspondance qui conditionne la durée de l'adhésion collective. La recommandation implicite pour le spectateur est donc analytique plutôt que prescriptive. Plutôt que de juger sur des promesses ou des postures isolées, il devient pertinent d'observer les signaux faibles, choix répétés, priorités révélées sous pression et manières dont les coûts comme sont expliqués ou partagés.
Si, dans les mois à venir, les décisions continuent d'être justifiées par la dignité collective plutôt que par la peur, le scénario de base pourrait progressivement glisser vers l'option la plus constructive. Sinon, les limites du récit apparaîtront plus vite que prévu. À ce stade, le discours cesse d'être uniquement un objet d'analyse politique et devient un miroir tendu au spectateur. Il invite chacun à se positionner face à une question implicite. Comment réagit-on lorsque la peur n'est plus présentée comme une excuse acceptable? Pour certains, notamment ceux qui vivent en schéma dans des contextes de fortes contraintes, le message peut agir comme une validation émotionnelle. Il reconnaît une souffrance ancienne et la reformule non comme un échec personnel, mais comme le résultat d'un système imposé. Pour d'autres, plus éloignés du contexte direct, l'impact est différent mais réel. Le discours force à réfléchir sur la relation entre confort et dignité, entre stabilité apparente et dépendance durable. Il suggère que certaines sécurités sont maintenues au prix du silence ou de l'acceptation passive et que ce compromis a un coût invisible mais cumulatif. Cette idée peut résonner bien au-delà du cas spécifique évoqué. Le message touche également les jeunes de manière particulière, en affirmant que le succès n'existe pas uniquement ailleurs et que la valeur ne dépend pas d'une reconnaissance extérieure. Il remet en cause des trajectoires perçues comme inévitables. Cette remise en cause peut produire de l'espoir, mais aussi de la pression, car elle transfère une part de responsabilité vers l'individu et le collectif. Si rester devient un choix digne, partir cesse d'être la seule option rationnelle. Enfin, pour le spectateur critique, le discours pose un dilemme intellectuel. Il est possible d'en questionner la faisabilité sans ignorer sa force symbolique. L'impact ne réside pas seulement dans l'adhésion ou le rejet, mais dans l'obligation de clarifier ses propres critères. Qu'est-ce qui justifie l'obéissance et à partir de quand la contestation devient-elle légitime? En ce sens, le discours agit comme un déclencheur de réflexion plus que comme une consigne, en plaçant chacun face à ses seuils personnels de tolérance et de courage. Le discours esquisse une trajectoire de sortie qui ne repose pas sur une annonce spectaculaire, mais sur une série d'étapes lisibles, chacune conditionnant la suivante. La première consiste à consolider l'unité décrite comme acquise. Cela implique de maintenir l'alignement entre civils et militaires, générations et groupes sociaux, non par injonction, mais par des décisions répétées qui confirment ce choix sous pression. La cohérence devient ici un indicateur central, car toute fracture visible réactiverait les anciens leviers de peur. La deuxième étape concerne la clarification des priorités. Le message insiste sur le fait que toutes les décisions ne peuvent pas être prises simultanément, mais qu'elles doivent être justifiables à l'aune de la dignité collective. Cela suppose d'expliquer les coûts, de reconnaître les limites et de refuser les arrangements perçus comme asymétriques. La transparence n'est pas présentée comme une vertu abstraite, mais comme un outil de maintien de la confiance lorsque les résultats tardent. La troisième étape porte sur la diffusion de la responsabilité. Le texte soutient que le leadership doit se multiplier, se banaliser et devenir moins dépendant d'une figure unique. Ibrahim Traoré est cité comme un point de passage, non comme un point d'arrivée. Cette logique implique de valoriser les initiatives locales, les décisions prises au plus près du terrain et les comportements qui incarnent le message sans attendre des instructions centrales. Une quatrième étape, plus implicite, concerne la gestion du regard extérieur. Le discours ne prône pas l'isolement, mais affirme la nécessité de négocier à partir d'une position assumée. Cela suppose d'accepter des frictions temporaires tout en cherchant des relations qui reconnaissent la souveraineté décisionnelle plutôt que la dépendance. Enfin, la mesure du progrès est redéfinie.
Il ne s'agit pas seulement d'indicateurs économiques immédiats, mais de signaux comportementaux, maintien de l'unité, cohérence des choix, capacité à expliquer les sacrifices. Dans cette trajectoire, le succès n'est pas l'absence de difficultés, mais la persistance d'une direction partagée malgré elle. Le récit revient alors à son motif central, déjà esquissé plus tôt, l'idée qui dépasse l'homme. Les figures anonymes évoquées auparavant, la mère, le soldat, l'agriculteur, le jeune, réapparaissent comme les véritables porteurs de continuité. Elles incarnent ce que le discours cherchait à installer dès le départ, une transformation silencieuse, quotidienne, qui ne dépend ni d'un titre, ni d'une présence physique durable. L'émotion naît précisément de cette banalité assumée. Ibrahim Traoré est replacé dans ce cadre comme un symbole transitoire. Sa voix compte, son rôle est réel, mais il n'est pas présenté comme indispensable à la survie du message. Cette mise à distance volontaire renforce paradoxalement l'intensité du propos. Elle suggère que la perte éventuelle ne serait pas une fin tragique, mais une épreuve de cohérence pour ceux qui restent. L'idée n'exige pas d'être protégée, seulement d'être portée. Le texte insiste sur un point clé. Ce qui a changé ne peut pas être désappris facilement. Une fois que la dignité est reconnue comme un droit et non comme une concession, la mémoire collective se reconfigure. Les compromis passés apparaissent alors sous un jour différent, et certaines concessions deviennent psychologiquement inacceptables même si elles promettent un soulagement immédiat. La phrase qui résonne en conclusion est simple et volontairement dépouillée. Un homme est temporaire, une idée persiste. Cette opposition, répétée sans emphase, agit comme un verrou émotionnel. Elle ne promet pas le succès, mais affirme l'irréversibilité d'un éveil. Le message se ferme ainsi, non sur une victoire annoncée, mais sur une certitude intérieure partagée. La conclusion ouvre volontairement sur un espace de dialogue plutôt que sur une injonction. Le discours analysé ne demande ni adhésion aveugle ni rejet immédiat, mais invite à une observation attentive de ce qui suit. Il suggère que les idées, une fois libérées, doivent être évaluées à l'épreuve du temps, des choix répétés et des conséquences concrètes. Cette posture finale transforme le spectateur en témoin actif plutôt qu'en simple consommateur de récits. À un niveau plus symbolique, l'appel s'adresse à une communauté élargie. Il interroge la manière dont les sociétés définissent la dignité, la liberté et le coût acceptable pour les défendre. Le cas évoqué devient alors un prisme parmi d'autres, utile pour réfléchir à des situations différentes mais comparables, où la stabilité repose sur la peur ou sur le consentement réel. Le message ne se referme pas sur un pays, mais sur une question universelle. L'invitation est donc simple et ouverte. Observez les prochains mois, comparez les paroles aux actes et restez attentif aux signaux faibles plutôt qu'aux déclarations spectaculaires. Se demander, sans urgence mais sans complaisance, ce qui se passe lorsque des populations cessent de croire que leur avenir doit être décidé ailleurs. Et surtout, réfléchir à ce que chacun considère comme non négociable lorsque la dignité entre en jeu. La question finale n'appelle pas de réponse immédiate. Elle vise à prolonger la réflexion au-delà de cette analyse. À quel moment une idée devient-elle suffisamment partagée pour ne plus pouvoir être réduite au silence? Et comment reconnaît-on ce seuil lorsqu'il était franchi?